Bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre café avec notre député Sébastien Lemire. Bonjour! Bonjour, Guyane. Ça va bien? Ça va bien. C'est un moment actif. D'abord, c'est ma semaine en circonscription OK. cette semaine. Et disons que c'est une période dans laquelle j'aimerais prendre le temps de m'asseoir, de pouvoir rédiger davantage mes trucs. Mais la politique ne nous donne pas toujours ce luxe-là. C'est ça. un automne qui est chargé. Je ne vais pas me plaindre de ça, mais ça va occuper. Je le nomme comme ça. Mais ça va bien. Moi, je t'ai dit en pré-entrevue, Sébastien, je te connais pas. J'arrive en Abitibi, t'es un élu, mais pour quelqu'un comme moi qui est un nouvel arrivant, des fois, on veut savoir un peu qui est cette personne-là, qui est notre député et c'est quoi son rôle. Alors moi, ça serait mes premières questions. Sébastien Lemire, tu es député du Bloc québécois. Oui. Depuis quelle année? Depuis 2019, donc ça fait maintenant 3 ans. J'ai été élu donc dans la vague de députés du Bloc, les 32 qui ont été élus. Disons que quand j'ai décidé de faire le saut en politique en 2019 pour faire une histoire courte, ma mère, quand je dis je vais être candidat du Bloc québécois, son premier réflexe, c'est de dire ben voyons, c'est mort le Bloc. Mais on aura prouvé notre valeur. Évidemment, tout ça par beaucoup des François Blanchette et de son leadership puis d'une bonne campagne électorale. Mais je pense qu'on aura réussi à créer le lien, recréer le lien de proximité qu'on avait avec les Québécoises et les Québécois, de porter les valeurs du Québec à Ottawa. On s'est rendu compte qu'il y avait une conséquence aussi de ne plus avoir un discours spécifique pour le Québec, que ce soit pour l'enjeu de la langue française et bien d'autres, et que cette force-là, que cette présence-là qu'amène le Bloc québécois est nécessaire à Ottawa. Moi, le Bloc québécois est un parti qui représente mes valeurs parce que je suis quelqu'un de progressiste. Je crois beaucoup, évidemment, au partage des richesses, mais aussi l'enjeu climatique. Il faut apporter des solutions. Toute la question de l'électrification des transports, c'est des enjeux sur lesquels j'ai eu la chance de prendre la parole. Puis c'est des enjeux qui sont importants, la petite Témiscamingue, parce qu'on peut faire partie de cette transition énergétique-là. Donc, ça fait partie de mes motivations, sinon de me dire qu'on envoie la moitié de nos taxes puis de nos impôts à Ottawa, puis c'est loin d'être clair qu'on a notre juste part. On le voit encore en santé. Comment le fédéral se refuse constamment à faire les transferts nécessaires, mais pendant que nos hôpitaux débordent, pendant qu'on arrête des services dans les différents hôpitaux de la région, c'est des choses que je trouve inacceptables. Et donc, le cœur de mon engagement, ben, c'est effectivement la place de la région et du Québec. Moi, j'aimerais savoir une chose. En tant que député, c'est quoi le déclic qui t'a amené à devenir député, à dire « je me lance en politique ». Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce qu'on doit être un notaire? Est-ce qu'on doit être un avocat? Est-ce qu'on doit avoir de certaines connaissances? Non, il n'y a pas de prérequis en ce sens-là. C'est les seuls, c'est d'avoir 18 ans, d'être éligible donc pour voter. Même pas obligé de résider sur le territoire techniquement. Ah oui? Dans une municipalité, oui. OK. Mais on l'a vu, exemple, à la dernière élection, Mme Kistabiche, qui demeure à Picogan, était candidate dans l'autre circonscription d'Abitibi-Bégin. Ah, OK. Ici, la candidate du NPD demeurait à Ottawa, celui des libéraux demeurait à l'extérieur également de la région. C'est des choses qu'on voit fréquemment. Ça arrive peut-être plus dans les régions très, très montréalaises ou très, très urbaines dans lesquelles les changements de circonscription d'une frontière à l'autre, c'est plus difficile à définir sur quel coin de rue c'est, mais en région, quand même, le sentiment d'appartenance est quelque chose d'important. Ceci étant dit, moi, mon parcours, j'ai étudié en communication politique. J'ai fait mon cégep ici, au cégep de la Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Je suis né à Rouyn-Noranda. Ma mère vient d'Amos. Mon grand-père vient de Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, la région est quelque chose que je porte beaucoup dans mon ADN. Mais quand j'étais jeune, j'aime bien le nommer comme ça, je rêvais d'être un joueur de hockey professionnel. Ah oui? Ou un homme politique. Puis évidemment, à la shape que j'ai, je me suis concentré davantage dans ma passion, mon intérêt pour la politique. Mais en même temps, pour moi, il y a quelque chose dans la construction de l'identité du sport et d'une équipe et tout. Ben, c'est des valeurs qui se ressemblent beaucoup aussi quand on construit une équipe en politique, puis ce qu'on va revendiquer. D'ailleurs, le dossier de Hockey Canada a occupé beaucoup de mon temps ces derniers temps. Puis je pense que si j'ai été capable de faire une différence dans ce dossier-là, c'est aussi parce que je connaissais bien le langage du sport, associé aux valeurs qui, pour moi, sont intrinsèques, celles de la justice sociale et le fait de ne pas abandonner des victimes qui ont été peut-être
qui ont eu le sentiment d'être mis de côté par un système ou par des gens qui se sont protégés. Ceci étant dit, on pourra y revenir peut-être parce que le dossier des sports en général et celui de Hockey Canada reviendra au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il y a beaucoup d'actions à poser de ce côté-là. Mais comme préalable, moi, la politique a toujours été quelque chose qui me passionne. C'est souvent une question de timing, comme on dit. Le timing a été le bon en 2019. J'ai passé 13 ans à l'extérieur de la région, j'ai fait mes études, j'ai rencontré ma blonde là, on a eu nos enfants, des premières jobs et tout. Je suis revenu en 2017, j'ai travaillé à l'Union des producteurs agricoles pendant près de 2 ans, des remplacements de congés de maternité. Ça montre sur tout le monde de l'agriculture et les besoins qu'on a intrinsèques en région. Ce sont des gens qui travaillent tellement fort, des gens de cœur, mais avec des moyens qui sont limités et beaucoup irritants dans leur travail. Et pour moi, l'agriculture est une des valeurs que je porte en politique. En tout cas, quelque chose qui m'obsède, on travaille beaucoup comme bureau de député à apporter des solutions. Je fais une parenthèse parce que c'est quelque chose d'important. Donc, dans mes interventions, j'ai fait des études comme bureau de député, donc pris des sous pour notamment une étude sur l'abattage, sur les besoins en général, la chaîne agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, la mise en marché. Et on est en train de développer différentes pistes de solutions sur toute la question des terres en friche. Pourquoi il y a des programmes au fédéral pour du reboisement, mais il n'y en a pas pour remettre des terres en agriculture. C'est des choses qui me choquent. Donc, à travers mon parcours, j'ai rencontré des gens qui m'auront marqué. Le timing a fait en sorte que la fenêtre s'est ouverte en 2019. Et si on avait 1% de chance de gagner au début de l'élection, la population nous a fait donner un mandat très fort. On a gagné par près de 10 000 votes la première. Ça a été un gouvernement minoritaire. On ne choisit pas ça avec tout le rythme que ça a. Ça a été un mandat historique, le premier. On pensait qu'on avait tout vécu avec la COVID. Il y a eu une élection en plein été, on se rappelle, il y a un peu plus d'1 an, une élection complètement inutile et frustrante, mais qui a donné un résultat très touchant. J'ai gagné avec 51% des votes dans Abitibi-Témiscamingue. Et là, à partir de maintenant, moi, je suis à un stade dans lequel j'anticipe plus qu'est-ce qui va arriver parce que cette dernière année-là, si on la prend, ça a commencé effectivement avec cette élection-là. Il y a eu quoi? Il y a eu les camions, il y a eu la guerre en Ukraine, la loi des mesures d'urgence entre les deux, la crise des passeports, tous les services Canada qui sont bloqués, évidemment ce que j'ai vécu avec le Canada. Là, on arrive dans l'hyperinflation. Et conséquemment, ce qu'il faut se préparer, c'est est-ce qu'il y aura même une récession? Elle va nous frapper peut-être moins fort en Abitibi-Témiscamingue, on est peut-être plus paré à ça, à cause d'une économie basée sur les ressources naturelles. Puis ça, la demande mondiale va toujours être forte, donc les mines, les minéraux critiques stratégiques particulièrement, la forêt, mais reste que ça va avoir de l'impact. Sébastien, j'ai une question qui me chatouille, là. Tu viens de parler d'inflation. Qu'est-ce que toi, t'en penses de l'inflation? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que on doit avoir peur de ce qui s'en vient ou il y a des choses meilleures qui s'en viennent? Bien, l'inflation, c'est rien de bon, là. Je veux dire, c'est une augmentation. Tout nous coûte plus cher. Ça touche tout le monde. Évidemment, le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher parce que transporter les aliments coûte beaucoup plus cher, parce que l'essence coûte plus cher à la pompe, mais il coûte plus cher aussi d'apporter les aliments en épicerie. Ça a un impact partout. On le voit dans la hausse des loyers, on le voit dans tellement de choses. Il y a une réaction, évidemment, de la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt, donc ça nous coûte aussi plus cher dans notre portefeuille parce qu'il y a des conséquences. Plus il y a de l'argent qui sont amenés dans le système, plus ça fait en sorte que les prix montent. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bien, le gouvernement a pris l'initiative, quelque chose qui n'est pas nécessaire de faire à chaque année, un énoncé budgétaire. Ça a été déposé la semaine dernière par la ministre Freeland, dans lequel elle voulait nommer l'enjeu de l'inflation, ce qui n'avait pas été le cas nécessairement dans son budget du mois de mars dernier. Là, elle l'a nommé plus d'une centaine de fois, mais sans amener, à mon sens, des solutions concrètes et pratiques pour lutter pour les gens contre l'inflation. Et les premières personnes à qui je pense quand je pense à ça, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées qui ont des revenus fixes, souvent viennent du gouvernement ou de leur revenu de pension, et qui n'ont pas les moyens ou qui ne sont pas dans des situations pour avoir un revenu supplémentaire. Donc, eux, l'inflation, quand les prix montent partout, sont impactés directement. Leur pouvoir d'achat en prend pour son rhume, là. Et on n'a pas amené des solutions pour faire en sorte d'amener plus d'argent dans les poches des personnes âgées. Et pour moi, ça, c'est un manque énorme, c'est un manque de respect même pour ceux qui ont construit la région, le Québec et les aînés de partout. Mais il n'y a pas juste une question de personnes âgées non plus, là. On parle en général, là, tout coûte plus cher, puis les salaires n'augmentent pas. Tout à fait. Bien, ça donc, va. C'est très difficile pour le travailleur de dire, c'est rendu que je dois payer pour aller travailler quasiment, là, si tu es au salaire minimum
ou dans une moyenne? Parce que si on regarde juste hier, le prix du diesel était à 2,55 $. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. C'est épouvantable. C'est sûr que, bon, moi, je roule en électrique encore à ce temps-ci de l'année, fait que je suis moins sensible aux fluctuations du prix de l'essence, mais effectivement, ça a beaucoup d'impact. Oui. Pour nos entreprises. Ce qui suit souvent une inflation, surtout une hyperinflation comme on a présentement, c'est une récession. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'arriveront plus et il va y avoir des impacts sur l'économie, il va y avoir des jobs qui vont se perdre. Je pense que notre région, comme je disais, va être un peu plus outillée pour ça, va être un peu plus protégée pour ça. Parce que les salaires, l'industrie de la mine, des forêts vont quand même être très présentes à cause du besoin qu'on a en ressources partout sur la planète. Fait que je suis moins inquiet de l'impact en région, mais il faut quand même apporter des solutions. Au niveau des salaires des travailleurs un peu plus précaires, il y a quand même des mesures dans l'énoncé budgétaire qui concernent ces gens-là. Par contre, on n'a pas rajouté, on n'a pas renforcé le filet social, qui est l'assurance-emploi. Ça, moi, c'est une attente que j'avais très tôt dans cette session-ci parce qu'il y a eu des mesures, dans le contexte de la COVID, pour des gens qui perdaient leur emploi, des mesures qui étaient temporaires d'accessibilité à l'assurance-emploi. Dans les mesures actuelles, 6 travailleurs sur 10, même ceux qui cotisent à l'assurance-emploi, n'ont pas le droit à l'assurance-emploi. Et c'est très problématique. C'est très, très problématique. Puis je pense notamment aux travailleurs saisonniers. On peut penser à ceux de la pêche dans d'autres régions, mais aussi dans le milieu agricole, dans le milieu touristique, des gens qui ne se qualifient pas nécessairement à l'assurance-emploi en raison du nombre d'heures, mais qui devraient le faire parce que dans un contexte de pénurie d'emploi, c'est-à-dire pénurie de la main-d'œuvre, on a à préserver des savoirs, on a à préserver des expertises. Si à chaque fois on est obligé de recommencer à former des personnes nouvelles et qu'on ne maintient pas l'expertise des gens en place, bien, c'est tous des pans de notre industrie qui vont être à refaire si on n'est pas capable de leur apporter un filet social dans des moments dans lesquels ils sont plus vulnérables. Et c'est aussi à ça que sert l'assurance-emploi. Donc moi, s'il y a une priorité aussi dans mes valeurs à moi sur lesquelles on doit absolument agir, c'est au niveau d'une réforme complète de l'assurance-emploi, qu'on paye évidemment comme gens qui travaillent, s'assurer que chaque personne y ait accès. Et ça, c'est une solution qui existe aussi en dehors des moyens du gouvernement. Donc une solution simple, mais qui est une question de volonté politique. Ça manque d'action de ce côté-là. Si je prends aussi l'énoncé budgétaire, tout l'enjeu de la santé, on ne sent pas d'intérêt, d'appétit pour le gouvernement fédéral de réinvestir massivement en santé, donc de transférer de l'argent aux provinces. Ce qui était le cas il y a 50 ans. L'entente, c'était 50-50. Chaque dollar dépensé en santé, 50 cents du fédéral, 50 cents des provinces. Actuellement, on est à 22 cents dans la pièce. Et ça, c'est problématique. Puis dans le contexte COVID, ça diminuait encore plus. Donc, il y a un rattrapage énorme. Les provinces demandent à l'unanimité un rattrapage, donc minimum s'entendre sur un 24 milliards par année, puis après ça, d'augmenter avec un certain pourcentage les coûts d'inflation pour pouvoir ramener cette tendance-là. Ça veut dire, si je prends ce 24 milliards-là, je l'amène au prorata de la population du Québec, 6 milliards, puis de l'Abitibi-Témiscamingue, au moins 120 millions par année. Donc, il y a beaucoup de solutions qui vont pouvoir se régler par ces investissements-là, mais le fédéral n'est pas là. Donc, pour moi, dans cet énoncé budgétaire-là, un exercice qui est plutôt inutile dans les contextes, bien, on n'amène pas de solution sur les vraies problématiques que vivent les gens en ce moment. La santé, les personnes âgées qui n'ont pas de revenus d'appoint supplémentaires. On sait que le gouvernement fédéral a envoyé un chèque avant la dernière élection pour les 75 ans et plus seulement. Donc, on crée 2 classes d'aînés. On n'apporte pas de solution durable pour eux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très problématique. Et une réforme de l'assurance-emploi sont des choses auxquelles je m'attendais. Quand même des éléments, là, on va agir au niveau des cartes de crédit, au niveau des PME. Ça, c'est quelque chose qu'on réclamait depuis longtemps au Bloc québécois. Donc, de pouvoir baisser les frais. Je pense que tout le monde va être gagnant de ça. La question des minéraux critiques stratégiques, il y a une vision de pouvoir élaborer davantage une politique en ce sens-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai revendiqué il y a deux ans, qu'on n'avait pas de vision pour les minéraux critiques stratégiques. C'est quelque chose qui nous concerne en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont en développant un centre d'excellence. Évidemment, je revendique beaucoup qu'ils puissent être ici en lien avec ce que fait notamment l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Institut de recherche sur les mines et l'environnement. On est ici qu'on a la ressource, c'est ici qu'on a les PME qui travaillent là-dedans, c'est ici qu'on a les mines, c'est ici qu'on a aussi l'expertise institutionnelle. Mais je pense que le fédéral doit être sensible à ça, puis
de s'enraciner davantage dans les régions où est situés les minéraux critiques stratégiques, parce que le danger, c'est qu'on refasse encore le même paradigme qu'on a dans l'industrie minière en général avec les métaux précieux. Venez chercher nos métaux, venez chercher nos ressources. Et voilà. Merci de créer quelques jobs. Puis, on ne revoit pas nécessairement la couleur de cet argent-là et les retombées à long terme. Donc, l'aspect de la transformation est quelque chose d'important. Ça fait partie des choses que je revendique. Là, je sens qu'il y a des choses qui veulent bouger au niveau fédéral à ce niveau-là. Fait qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais quand on parle d'inflation dans une région comme la nôtre, on devrait s'en tirer mieux qu'ailleurs s'il y a une récession qui s'ensuit. Puis ce que moi j'espère, c'est qu'on se protège puis qu'on agisse dès maintenant. Déjà, il y a une limite de certaines volontés de dépenser au niveau fédéral, qui a été très généreux dans un contexte COVID. Là, c'est un peu moins le cas. Mais est-ce qu'on va amener nécessairement un climat d'austérité? Est-ce que c'est vraiment la façon de se sortir d'une récession? Moi, je pense pas. Je pense que ça a plus de conséquences. On le voit avec notre réseau de la santé. Donc, les années couillards d'austérité, comment ça l'a fait mal dans l'éducation. En santé, bien, on paye le prix de ça plusieurs années plus tard. Est-ce qu'on veut revivre ça? Bien, pour moi, la réponse est non. Mais assurément qu'il y a beaucoup de questions qu'on a à poser. Pour l'instant, on constate ce qui se passe là. C'est ça. Ça m'amène à une autre question au niveau plus Québec. Oui. Plus régional aussi. Donc, là, on sait qu'au Québec, le premier ministre n'a pas élu un ministre régional de la région. Il n'a pas nommé. Ici. Nommé, exactement. Nommé. Parce qu'il a demandé un mandat à la population pour dire, moi, j'ai besoin d'un mandat fort en Abitibi-Témiscamingue. On connaît la problématique de nos urgences. On connaît la problématique de la fonderie Horn, notamment. Et il a obtenu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire 3 élus de la CAQ de l'Abitibi-Témiscamingue. Exact. Très fort. Mais qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi? Qu'est-ce que toi, t'en penses du fait que là, c'est un député de Gatineau qui a été nommé sur le Conseil des ministres pour l'Abitibi-Témiscamingue? Généralement, j'essaie de bon, je veux répondre à toutes les questions puis éviter les enjeux de langue de bois. Évidemment, les politiciens qui répondent pas, on haït toujours ça. En même temps, moi, je suis un député du Bloc. Si moi, je veux pas que Trudeau se mêle des affaires du Québec, j'essaie de pas me mêler de celles de Québec. Mais là, en même temps, tu touches à ma région, l'Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, j'étais très fâché de ça. Okay. Je pense que c'est une occasion ratée et surtout, on crée un précédent qui fait très mal. C'est un manque de respect flagrant pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on considère, parce que il n'y a pas de logique à ça. Si on 30 députés de la CAQ, il y en a 3 qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 1 sur 30, il y a 30 ministres. On devrait avoir un ministre sur 30. La mathématique est très concrète là-dessus, sur le principe de dire que chaque région doit être représentée. On sait qu'on voit de plus en plus de services sortir, des personnes décisionnelles, des directeurs qui sortent de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et qui s'en vont s'installer en Outaouais. Donc, le symbole du ministre régional fait très mal là-dessus. Sans rien enlever à Mathieu Lacombe, qui, je pense, est une personne qui a une belle sensibilité. Les rencontres que j'ai eues avec lui ont été, somme toute, assez gagnantes. Moi, je l'avais vu dans la région, dans le contexte des garderies. Je pense qu'il a bien compris la problématique de la région, comment que notre rattrapage est impossible par nous-mêmes et qu'on a besoin d'un coup de pouce énorme de la part de Québec et qu'on doit avoir un statut particulier. Rendu là, c'est quoi les actions quand lui, sans rien y enlever, mais il est nommé ministre de la Culture, des Communications, de la Jeunesse, de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un gros défi. Quelle place qui va rester pour l'Abitibi-Témiscamingue? En tout respect pour lui, quand il a été nommé, moi, j'avais fait je me suis emmené en auto et j'étais parti très tôt le matin. Donc, avant que Radio-Canada commence son émission à Rouyn-Noranda, dans laquelle j'écoutais par Internet. Mais donc, avant ça, j'étais sur Radio-Canada en Outaouais. Puis la citation, c'était à cette question-là. Mais moi, l'Outaouais, c'est ma priorité. J'aurais aimé qu'on y mette l'extrait puis qu'on y dise maintenant, qu'est-ce qui reste après pour l'Abitibi-Témiscamingue? Je pense que François Legault lui-même a à agir de ce côté-là. Je pense que lui-même a à prendre des responsabilités puis livrer des résultats pour l'Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'il aura échappé solidement quelque chose. S'il n'a pas voulu corriger la situation pour admettre son erreur, il devra la prendre sur lui et donner quelque chose de spécial, de particulier, et donner des résultats efficaces à l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce Conseil des ministres-là, sincèrement, c'est la nomination de Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie et de l'Énergie, et ministre du Développement économique régional, et ministre de la métropole, donc la région de Montréal. Cumule tout ça, on redevient, entre les lignes, une région ressource. Tu n'as plus un ministère de l'occupation du territoire, tu n'as plus de ministère du développement régional. Ça devient du développement économique régional au ministre
de l'énergie et de l'économie. Donc, est-ce qu'on revient cantonné dans l'esprit d'une région ressource, comme à l'esprit de la colonisation? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, sans rien enlever aux individus. Si on voit juste qu'est-ce qui a été mis en place comme structure gouvernementale, ça me questionne. On aura nommé Pierre Dufour comme secrétaire parlementaire. Ça, c'était une des réponses qui avait été donnée quand nos élus de la table des préfets sont allés à Québec choqués de la situation. Puis chapeau à leur leadership, chapeau de s'être organisé, d'avoir priorisé ça et de donner un mandat clair. En même temps, M. Legault s'est rendu disponible. Il les a accueillis. Donc, on comprend qu'effectivement, il y a une grogne ici qui est très forte et qui est portée par nos élus des différentes MRC. Chapeau à eux pour eux. Une des réponses de ça, on va nommer Pierre Dufour comme secrétaire parlementaire. Sauf que secrétaire parlementaire, ça sert à quoi? Ça sert à répondre notamment aux questions dans le Parlement quand le ministre n'est pas disponible. Donc, tu es un secrétaire parlementaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Qui va poser des questions au nom de l'Abitibi-Témiscamingue? Ses collègues députés qui vont vouloir l'embêter avec une question sur nos problématiques de l'Abitibi-Témiscamingue? Évidemment, ça ne sera pas le cas. Et j'espère que si un autre député d'un autre parti va lui poser des questions, bien, que ça soit... Si on parle, exemple, en jeu de la fonderie Horn, que ce soit le ministre de l'Environnement qui réponde directement, ou le premier ministre, ou peu importe. T'sais. Donc, à quel moment le secrétaire parlementaire de l'Abitibi-Témiscamingue va avoir à prendre position pour la région? C'est une mince compensation plutôt que d'avoir notre voix autour, dans les portes closes du Conseil des ministres et d'être capable d'avoir cette influence-là, de lever la main et de dire ça, c'est inacceptable pour nous. Enfin, on va donner confiance en M. Lacombe. On n'a pas d'autre choix. Mais c'est sûr que le message qui est envoyé à la région est catastrophique dans les circonstances. Puis ça ne veut pas dire que des députés, le simple député ne peut pas faire son rôle. Il n'est pas outillé, puis il va peut-être avoir plus de temps pour le faire, pour faire l'aspect de développement régional, de pouvoir faire du suivi auprès des différents ministères, des différents ministres qui sont impactés. Tu sais, l'enjeu est énormément symbolique, mais en même temps, ça fait très mal comme symbole. Effectivement. En 30 minutes avec toi, ça passe trop vite. Okay. Il y a trop de choses à parler, il y a trop de sujets dans l'actualité. Je pense qu'on n'aura pas le temps de couvrir faisons une heure, alors. Je suis là. Mais je sais que le week-end dernier, tu étais au Témiscamingue. Tu as assisté à la parade du jour du souvenir, je pense. Tout à fait. Bien, c'est quelque chose que je trouve qui est important d'abord dans mon rôle, évidemment, de député fédéral, et qui est un événement que je vis avec beaucoup d'émotion, de façon très solennelle. J'aimerais pouvoir participer à chacun des événements qu'on fait dans la région. Il y a un monument ici à Amos, proche de l'Hôtel de Ville. Il y a différents endroits de la région. Je pense que c'est important d'y marquer une présence. À Témiscamingue, c'est une communauté qui célèbre le jour du souvenir avec, de façon... assez remarquable. Il y avait 200-300 personnes, peut-être même un peu plus. J'ai toujours de la misère à évaluer les foules. Des gens de la région de North Bay qui sont venus, des corps de cadets. L'équipe de hockey des Titans de Témiscamingue était présente aussi dans la parade. Les différentes communautés autochtones aussi étaient présentes, les municipalités avoisinantes, pour pouvoir marquer ce coup-là. Beaucoup de gens de la région de Témiscamingue-Kippawa sont décédés à la guerre. Donc, évidemment, toute la lecture des gens décédés est un moment très, très solennel. Mais le moment... Évidemment, moi, à titre de député fédéral, a été appelé à être le premier à déposer la première couronne au nom du gouvernement canadien là-dedans. C'est un moment qui est chargé en émotions. Et tu sais, la réflexion que je me fais à ce moment-là, année après année, c'est toujours celle de la liberté. On ne peut pas présumer quelle serait notre vie sans le sacrifice de ces gens-là. Et s'ils ne l'avaient pas fait, est-ce qu'on vivrait quand même en démocratie? Est-ce qu'on vivrait quand même en paix comme on l'est présentement? La réponse qu'on aimerait se dire, c'est oui, mais on n'en a pas la certitude. Et donc, je suis extrêmement reconnaissant de ce qui a été vécu, ce qui a été fait, et on a un devoir de mémoire, puis ça, c'est quelque chose que j'honorerai avec le plus de fierté, de conviction, mais de respect possible à chaque année, évidemment. D'ailleurs, j'ai fait une émission spéciale sur le jour du souvenir qui va passer ce week-end, justement. Et j'ai eu la chance d'interviewer un homme de 101 ans, André Lavigne, monsieur Alexander McDonald aussi, qui a fait la guerre de Corée, et plein d'autres vétérans de différentes guerres. On a appris énormément de choses de ces gens qui ont une sagesse incroyable. Et ce qu'on retient énormément, c'est la camaraderie. Des fois, c'est dur à dire, ce mot-là, hein, mais
camaraderie. C'est ça, hein? Nos frères d'armes, effectivement, comme ils s'appellent entre eux. Non, c'est extrêmement touchant, puis c'est des événements qui ont été marquants. Moi, je pense qu'on n'en fait pas assez pour aider nos militaires. Là. Bon, permettez-moi de remettre mon chapeau un peu puis de dénoncer vivement que l'aide aux militaires est très difficile à obtenir, que ça prend 4 fois plus de temps pour les services en français pour les vétérans que pour les services en anglais. C'est des choses qui sont totalement inacceptables, une difficulté d'obtenir des compensations, de l'aide psychologique. Même dans certains cas, tu sais, des stationnements incitatifs, quelque chose de simple se fait à Val-d'Or, à Amos aussi. Bon, c'est sûr que là, les stationnements, il n'y a plus de parcomètre à Amos, mais il y avait déjà une réflexion qui avait été faite pour les vétérans. Mais qu'importe, je pense que chaque geste qu'on peut poser pour pouvoir reconnaître l'apport des vétérans doit être posé. Puis comme institution fédérale, le gouvernement fédéral ne peut pas faire la sourde oreille aux volontés des vétérans, aux besoins des vétérans. Moi, c'est quelque chose que je trouve totalement inacceptable. Ils ont des lieux de rencontre. Est-ce qu'on peut, notamment, est-ce qu'on peut les valoriser, ces lieux-là, particulièrement dans les localités? Non, il y a des lourdes réflexions à faire sur quelle reconnaissance on donne réelle aux gens qui ont fait des sacrifices. L'armée a passé par un gros processus dans la dernière année de remise en question de ses fondements, de ses valeurs, mais ça doit se poursuivre aussi avec les vétérans. Effectivement, c'est quelque chose. Je sais que tu as encore plein de choses dans ton cartable. Tu es un homme super chargé, super occupé. Dans les derniers mots de l'émission, c'est quoi qui s'en vient pour toi, là? Bien, pour moi, donc, la semaine prochaine va recommencer les audiences d'Hockey Canada. C'est quelque chose qui m'a occupé beaucoup cet été, jusqu'à la démission du PDG Scott Smith et des membres du conseil d'administration. Donc, Mme Skinner qui était venue au comité du patrimoine. Là, ça va être un ancien, Bob Nicholson, un ancien haut responsable de Hockey Canada. Donc, il y a probablement lui qui aura contribué à mettre en place cette culture très toxique qui est là. Donc, comprendre pourquoi on en est là, aussi faire la lumière sur cette situation-là. Mais pour moi, l'important à partir de maintenant, c'est aussi de transférer à l'ensemble des sports. Il y a une politique canadienne des sports qui va être à renouveler. Elle se renouvelle aux 10 ans. Ça tombe bien, c'est cette année qu'elle doit être faite. Ça va être en février, donc avec la ministre Saint-Onge qui était dans la région hier et aujourd'hui, que j'ai eu la chance de voir à Rouyn-Noranda. On s'est parlé rapidement aussi de cet enjeu-là. Moi, l'enjeu de la justice, je crois toujours qu'on doit avoir une grande enquête nationale indépendante sur qu'est-ce qui est arrivé dans le cas de Hockey Canada et dans l'ensemble des sports. Comment on traite les processus de plainte dans le milieu sportif. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive ou que les victimes sont laissées à elles-mêmes, qu'elles ne sont pas crues. C'est quelque chose d'extrêmement choquant. Toute la culture sportive dans laquelle on presse les citrons des athlètes qui jouent, qui sont blessés, qui ont des besoins au niveau psychologique et autres, mais qu'on ne tient pas compte de ça. Ça fait en sorte souvent nos athlètes quittent prématurément les sports. Et qu'ultimement, si notre but, c'est d'une quête de l'excellence, de la médaille d'or, on n'y arrive pas parce que notre bassin d'athlètes diminue à chaque année, que les gens quittent le sport de façon très amère plutôt que de se dire « Hey, c'est des saines habitudes de vie qu'on promouvoit de façon saine et sécuritaire, notamment pour nos enfants, mais aussi nous comme adultes. » Fait que ça, moi, c'est un volet qui s'en vient. Tout un volet de protection des données, comme je suis porte-parole de l'industrie, qui est ma principale responsabilité au comité de l'industrie. La réparation comment on peut réparer la question du droit d'auteur, nous permettre, si on achète un téléphone iPhone, on peut-tu avoir accès sans payer des fortunes, etc. Mais mon mandat est très, très varié du côté d'Ottawa. Tout ce que je touche au niveau de l'industrie, beaucoup de rencontres de groupes, la mobilité électrique et tout. Donc, comment on amène ces enjeux-là sur la place publique à Ottawa, ça fait partie de mes responsabilités. Bien, je pense que la prochaine émission avec toi sera remplie encore de plein de sujets. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Ça se termine là. Et puis nous, on se voit dans une autre rencontre. Le mois prochain. Le mois prochain, en décembre. Bon, on finit normalement, on devrait finir le 16, mais c'est possible qu'on finisse un peu plus tôt. Selon les rumeurs de corridor. Bon. Donc, dans cette semaine-là ou la suivante, ça me fera plaisir de revenir comme pratiquement tous les mois avec un café avec votre député. Ça va être intéressant de continuer le sujet sur tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et nous, on se voit, comme on l'a dit, le prochain mois. Ciao tout le monde!